Donc, comme je disais, bienvenue à tout le monde. On va commencer par se présenter. Jean-Marc, je te laisse commencer. Oui, ça va être rapide. Bonjour à tous et à toutes. Non, plutôt à toutes et à tous, c'est mieux. Euh, donc, je m'appelle Jean-Marc. Voilà, je suis en charge de pas mal de choses qui sont liées à l'éditorial chez Affinity. Et donc, je vais accompagner Christophe, qui est lui l'expert en la matière, dans ce webinaire. Et donc, pour ma part, Christophe Bosquet, donc je suis le président et le cofondateur d'Affinity. L'idée, c'est de reprendre différents éléments qui concernent Affinity et l'acquisition digitale dans ce webinaire. Donc, juste avant de commencer, je fais quand même une précision. Vous pouvez tout au long du webinaire poser des questions dans l'onglet en bas à droite qui s'appelle questions, comme son nom l'indique. Effectivement, on prendra le temps en fin de webinaire pour répondre à ces questions. On va peut-être pouvoir donc du coup attaquer, démarrer ce webinaire. Donc, première chose, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, Christophe, comment Affinity, qui est comme un spécialiste de l'acquisition digitale, a souhaité faire un webinaire sur le pouvoir d'achat des entreprises, une expression qu'on n'entend pas souvent, qui est plutôt associée effectivement au grand public. Et voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la genèse de tout ça? L'idée a commencé au mois de novembre où il y avait en effet le pouvoir d'achat des particuliers qui était beaucoup cité, où on a pu voir que dans la presse et en radio en particulier, on entendait souvent que c'était simple, il suffisait d'augmenter les salaires des gens. Sauf que si c'était si simple que ça, je pense que ça aurait déjà été mis en place. Et sauf que ça a amené un deuxième sujet qui était de se dire, OK, on augmente le salaire des gens, mais il y a quand même un sujet qui est le pouvoir d'achat des entreprises. Parce que pour que les entreprises puissent augmenter les salaires, il faut qu'elles aient les possibilités de le faire. Et donc, à partir de là, on s'est dit, OK, comment on peut essayer de participer à notre niveau à partager des bonnes pratiques, à partager des choses qu'on a déjà pu mettre en place depuis plusieurs années dans notre métier. Alors, je vous rassure, je vais pas vous parler de comment économiser l'énergie ou comment économiser sur la logistique, parce que c'est pas notre domaine d'expertise et c'est pas nos territoires de légitimité. Nous, on est vraiment sur l'acquisition digitale, donc on va rester concentré à notre niveau sur ce sujet de l'acquisition digitale, mais c'est de se dire comment Affinity, dans l'acquisition digitale, peut donner des bonnes pratiques qui permettent pour des budgets équivalents de faire de meilleurs résultats. Parce que c'est quand même un des grands enjeux de l'année 2023, où on entend beaucoup sur 2023, soit il y a une faible croissance des budgets, soit il y a un budget qui est équivalent. Mais par contre, les annonceurs, et en particulier les e-commerçants, attendent des résultats plus forts. Donc, c'est de trouver des bonnes méthodes, des bonnes pratiques qui permettent de le faire. Donc, d'où l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir déjà échanger. Donc, c'est un webinaire de 30 minutes, donc ça va être assez rapide. On sera totalement disponible après pour parler de cas particuliers, parce qu'on ne va pas pouvoir être exhaustif. C'est déjà donner des amorces et après, on pourra échanger avec vous en direct pour utiliser ces méthodes et ces amorces dans votre secteur, dans votre univers, dans votre cas, de façon à aller plus loin. Parfait. Donc, première mesure, pratiquer le pluralisme digital. Alors, je sais que c'est une notion qui te tient à cœur, ce pluralisme digital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et ce que tu entends par là et en quoi c'est très important aujourd'hui? Alors, le pluralisme digital, c'est comme la diversité dans le digital, c'est des éléments clés, en tout cas sur lesquels nous, chez Affinity, on se bat depuis pas mal d'années. Il y a eu une période dans le digital, et en particulier dans l'acquisition, où on entendait beaucoup, il suffisait de se concentrer sur... fallait être présent sur Google et Facebook et c'était suffisant. Ça permettait de toucher un maximum de consommateurs et il n'y avait pas forcément besoin d'aller plus loin. C'était peut-être vrai, mais en même temps pas totalement. En tout cas, c'était appuyé par les chiffres qui montraient que le pourcentage de la publicité dans le digital était fortement concentré sur Meta et Google. Les choses se sont réinversées.
parce que c'est des choses qu'on ne constatait pas avant. Alors, Affinity existe depuis 22-23 ans, donc on a pu voir l'évolution. Et là, on voit qu'il y a une inversion qui a repris, où dans le dispatch des budgets, mais qui accompagne les changements d'habitude des consommateurs. Les gens ne vont plus uniquement sur Google et sur Facebook, vont également sur d'autres leviers. La diversité des leviers est importante, et donc les internautes sont totalement éparpillés sur l'ensemble de ces leviers. L'open web est toujours très important. On voit la création de blogs, de sites qui continuent à être importants tous les jours. Donc on a mis quelques chiffres, mais chaque jour, il y a plus de 2 millions de blogs qui sont publiés dans le monde. On ne parle pas bien sûr en France uniquement, mais dans le monde. Des noms de domaines qui sont déposés chaque année avec une forte croissance. Des plateformes sociales, on parle souvent de Meta, mais les plateformes sociales, il y en a énormément dans le monde, avec à chaque fois des nombres d'utilisateurs assez importants. Le streaming, qui est devenu quelque chose de vraiment important. L'audio, avec encore les derniers chiffres qui ont pu être communiqués par Spotify depuis une semaine, qui montrent l'importance de l'usage du digital dans l'audio. Et puis des nouveaux leviers, des nouvelles typologies d'acteurs. Alors, tous les 6 mois, on voit des nouvelles typologies d'acteurs arriver. Là, je vous ai mis juste un exemple qui s'appelle Substack, qui est un principe de micro-communauté. Micro-communauté, ce qui veut dire logique du web décentralisé, donc il y a une ouverture au Web 3. Alors, je ne parle pas de NFT, je ne parle pas de métaverse, je parle de micro-communauté, de logique décentralisée. Mais en tout cas, c'est aussi des nouvelles typologies d'acteurs qui arrivent sur le marché. Et on voit en permanence ces choses qui évoluent, et cette déconcentration qui a lieu de mois en mois sur l'ensemble de ces acteurs. La jeune génération, par exemple, n'utilise plus Google pour faire des recherches. La jeune génération utilise TikTok quand ils font des recherches. Donc, c'est des éléments importants à avoir en tête si vous voulez toucher l'ensemble des consommateurs. Il ne faut pas juste penser Google, Facebook, il faut penser l'ensemble des leviers, il faut penser l'ensemble des médias qui existent. Les guides d'achat, les comparateurs, les médias traditionnels ont beaucoup évolué ces dernières années, et surtout depuis le confinement. Des acteurs comme Ouest France, comme Le Parisien, et différents médias du même type ont énormément évolué, ont une croissance de trafic assez importante. Et donc des nouveaux acteurs type Joko, type les communautés Buy Now Pay Later. Enfin, il existe énormément de leviers. Alors on pourrait rien que là-dessus faire un webinar dédié. Chez nous, on est vraiment passionné par ces évolutions-là, parce que vraiment tous les 6 mois, on voit ces nouveaux acteurs-là, et c'est des nouveaux terrains de jeu pour présenter les annonceurs. Mais c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête si vous voulez toucher l'ensemble des consommateurs. Tout à fait. Alors, on n'a malheureusement pas le temps de passer une demi-heure par mesure, donc on va passer directement à la seconde. Donc, l'idée, c'est de ne pas empiler les leviers, mais de les orchestrer. Donc là, il s'agit en fait d'insister sur le fait que les objectifs visés sont toujours plus importants que les leviers utilisés, et que prendre ça en considération en amont, ça a un vrai impact sur ces investissements. Donc voilà, Christophe, je te laisse nous en dire plus sur le sujet. Ouais, c'est souvent encore, on voit les leviers qui sont avec des objectifs parallèles, et pas forcément qui sont travaillés avec un objectif commun, parce que les leviers sont vraiment travaillés par rapport aux leviers. Et même souvent, c'est même pas uniquement par rapport aux leviers, c'est par rapport à la plateforme. On a mis en place une méthodologie de façon à éviter les trous dans la raquette, parce qu'on a vu que le pluralisme et la diversité dans le digital étaient importants. Donc, comment faire pour être bien présent, pour rien rater, tout en ayant un contrôle des budgets et des objectifs qui sont associés. La méthodologie qu'on a mis en place, elle repose sur 5 axes. C'est vraiment on va dire les 5 piliers de l'acquisition qu'on a pu mettre en place, avec une approche par ciblage. C'est de se dire, OK, pour cet objectif-là, quelles sont les personnes que je veux toucher. Donc là, on va toucher clairement les leviers traditionnellement programmatiques. Donc, on va pouvoir parler de Google, de Facebook, mais l'ensemble des outils ciblage sur lesquels on va se dire, OK, je veux toucher ces consommateurs-là, comment je suis sûr de les toucher sur toute cette approche par ciblage. Ce même objectif va pouvoir s'adresser par une approche contextuelle, de se dire, OK, le ciblage est une façon de toucher certaines personnes, mais il y a aussi le contenu qui est une autre façon de le toucher.
quels sont les portails, quels sont les sites thématiques, quels sont les univers sur lesquels vous allez toucher les consommateurs par rapport à votre objectif. Donc l'objectif, ça peut être le lancement d'un nouveau produit, le lancement d'une nouvelle catégorie de produits, ça peut être le positionnement de la marque sur un nouvel univers. C'est comment aller toucher ces consommateurs avec une approche vraiment purement thématique et contextuelle. Troisième approche, c'est le référencement. Donc, le référencement au sens large, c'est le référencement des produits, référencement des services, référencement de vos bons plans, référencement de vos offres commerciales. Donc, c'est comment relayer sur l'ensemble de ces carrefours d'audience d'offres produits ou d'offres commerciales, comment vous êtes sûr que vous êtes relayé par ces acteurs-là. Ensuite, il y a l'approche par communauté. L'approche par communauté, c'est une approche qui avait un peu disparu ces dernières années. Il y a 10-12 ans, on appelait ça l'approche par tribu. Enfin, même il y a un peu plus, je crois que c'était il y a une quinzaine d'années, on appelait ça les tribus. Aujourd'hui, c'est une approche par communauté. Le mot communauté est revenu à la mode. Tout à l'heure, je parlais des micro-communautés avec le web décentralisé. Cette approche par communauté est redevenue importante. Donc, c'est des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Donc, c'est soit des communautés de consommateurs, donc ça, c'est des acteurs qui existent déjà depuis plusieurs années, soit des communautés autour d'un sujet sur lequel c'est un peu le retour des forums, mais une nouvelle génération, ou des applications qui permettent d'échanger, de faire échanger les gens entre eux. Les pages Facebook font partie de ces approches par communauté. Et l'approche brand to brand, alors là, on est un mix de ce qu'on appelle aujourd'hui le retail média, mais qui est pas forcément dans une logique de programmatique. Le brand to brand peut être dans une logique de négociation directe entre deux annonceurs. C'est comment faire communiquer vos offres, vos produits sur un annonceur complémentaire. Donc, de façon à, vous n'êtes pas en concurrence, si vous n'allez pas aller chercher votre concurrent pour lui dire « mets en avant mes produits », c'est quelqu'un qui vend des produits complémentaires à vous. Et donc, dans le parcours, dans la relation avec le consommateur, de pouvoir mettre en avant vos offres. Donc ça permet d'avoir une approche par 5 piliers et d'être sûr de ne pas avoir de trous dans la raquette dans votre stratégie d'acquisition digitale, dans votre objectif. Et on ne parle pas de leviers les uns à côté des autres. On parle vraiment d'approche. Et donc, derrière, on va pouvoir mettre des leviers des fois dans plusieurs approches, mais c'est l'objectif global qu'on va pouvoir tenir. Très bien. On va passer à la mesure suivante, donc, qui est affiner le traitement des audiences. Donc là, tous les visiteurs de votre site n'ont pas la même valeur. Donc, il s'agit de les traiter spécifiquement pour ne pas s'épuiser soi-même et épuiser ses budgets sur des audiences qui, in fine, ne seront pas rentables. J'ai bien compris. Ouais, la logique, c'est de se dire aujourd'hui les audiences que vous allez travailler. Donc il y a l'acquisition de trafic, donc des gens qui vont venir sur votre site. Puis après, c'est des audiences, vous allez les retravailler. Donc vous allez les retravailler sur Instagram, sur Facebook, sur Google, sur des plateformes display, les plateformes de remarketing, de retargeting, enfin vraiment tous les leviers sur lesquels vous allez pouvoir réexploiter ces audiences. Et aujourd'hui, encore souvent, les audiences sont traitées par rapport à leur comportement sur le site marchand et non pas par rapport à leur provenance. Sauf qu'en réalité, l'élément d'information de la provenance est super important pour qualifier aussi l'internaute. Je vais prendre un exemple vraiment tout bête mais qui est parlant, c'est les internautes qui proviennent des wishlists. Les internautes qui proviennent des wishlists ne sont pas des gens qui vont faire un achat pour eux-mêmes, ce sont des gens qui vont faire un achat pour des amis à eux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont devenir clients, ce sont des gens qui vont passer une commande. Et donc, derrière, les retravailler, ça n'a pas forcément un ordre de priorité par rapport à d'autres audiences. Donc, l'idée, c'est pas de se dire on ne les travaille pas du tout. L'idée, c'est de se dire comment je concentre mon budget sur des audiences prioritaires de façon à ce que mes budgets soient mieux utilisés. Et donc, j'ai une meilleure transformation. Donc, ça, c'est un exemple avec les wishlists. Le trafic qui va pouvoir provenir de sites de bons plans ou sites de code de réduction, il n'y a peut-être pas forcément besoin de le retravailler pendant la même durée que le trafic qui provient d'un guide d'achat ou d'un comparateur. La personne, elle en est à l'étape déjà de transformation, de convertisseur, d'optimisation de son achat. Si elle n'achète pas dans les 24 heures, potentiellement, elle ne va pas acheter tout court, ou elle est déjà achetée ailleurs. Donc, c'est comment prioriser les audiences. Quelqu'un qui vient d'un guide d'achat, qui vient d'un comparateur, qui vient d'un portail thématique, qui est vraiment dédié à votre produit ou dédié à votre univers,
Là, par contre, il va falloir travailler toute cette audience-là. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez à travailler les audiences par rapport au comportement sur votre site, ce qui fait que vous allez allouer des budgets sur des audiences qui ne sont pas intéressantes et passer à côté d'opportunités sur d'autres audiences qui, elles, sont intéressantes et même primordiales. Donc, c'est comment réorganiser le traitement des audiences. Et pareil, les audiences qui viennent de Google, en fonction du mot-clé recherché sur Google, vous n'allez peut-être pas forcément avoir le même objectif, ou en tout cas le même intérêt de retravailler cette audience. Donc ça, c'est vraiment un élément important, c'est affiner le traitement des audiences, affiner les différentes audiences que vous allez pouvoir avoir par rapport à leur provenance et pas uniquement par rapport à leur comportement, de façon à prioriser et de façon à mieux travailler vos budgets. Très bien. On passe à la mesure donc, suivante. Considérer la durée de vie du client. Alors, ce n'est pas une révélation que tu vas nous faire, Christophe, mais un peu quand même. Tous les clients ne sont malheureusement pas des bons clients. Et bon, si c'est assez triste, mais en tout cas, comment on fait pour les différencier, les bons et les mauvais clients, même si on peut parler vraiment de mauvais clients, mais de moins bons clients. Là, vraiment, l'intérêt, c'est de revenir sur la Customer Lifetime Value. Donc, on vous a mis un petit schéma qui illustre un peu quelles sont les zones qui permettent d'identifier les clients qui sont intéressants, les clients qui sont rentables. L'élément derrière important d'avoir en tête, c'est que derrière chaque commande ne se cache pas un client. Et encore moins un client à forte valeur ajoutée. Derrière chaque commande se cache une commande, enfin, c'est même pas se cache, il y a une commande. Dans ces commandes, il y a des gens qui vont être des clients. Donc, il y a des gens qui vont faire, si je reprends mon exemple des wishlists, les gens qui vont effectuer une commande à partir d'une wishlist sont des gens qui vont effectuer une commande. Ce pas des gens qui vont forcément devenir, même pour beaucoup, des gens ne vont pas être clients derrière pour vous. Donc, il n'y a pas besoin de les retravailler, il n'y a pas besoin de prioriser cette partie-là. Donc, ça, c'était le point précédent. Mais après, derrière, dans les analyses de ROI, c'est de se dire quels sont les leviers, quels sont les partenaires, au-delà des leviers, c'est même à l'intérieur de chaque levier, chacun des partenaires, qui vous génèrent des clients avec une meilleure Customer Lifetime Value. Donc, ça, c'est des points qui sont importants à avoir, c'est de se dire tous les 3 mois, il faut faire une photographie de l'analyse de votre parc, l'analyse de toutes les ventes qui ont pu être générées par vos différents leviers d'acquisition et de regarder pour chacune de ces ventes à quel client ça correspond, quelle est la Customer Lifetime Value qui va et est-ce qu'il ressort des leviers ou des partenaires qui génèrent des clients avec une meilleure Customer Lifetime Value. Donc, ça veut dire que c'est des partenaires sur lesquels vous allez pouvoir investir plus ou avoir une meilleure mise en avant plutôt que sur d'autres sur lesquels le ROI en termes de chiffres directs est intéressant. Par contre, le ROI en termes de chiffres sur la durée est moins intéressant. Donc, c'est vraiment faire une cartographie, une analyse. Alors, tous les 3 mois, on va dire que c'est dans le monde parfait. En général, c'est plutôt tous les 6 mois parce que ça nécessite quand même de faire une extraction de data pour pouvoir faire cette cartographie. Mais en tout cas, c'est important de le faire de façon à prendre les bons choix aussi sur les leviers qui amènent des clients intéressants, des clients rentables et des clients qui ont une valeur ajoutée vraiment très forte. Très bien. Mesure 5, vérifier vos sources d'acquisition et leur rôle. Donc là, on va parler plutôt casting et chercher à savoir si chaque acteur joue le bon rôle, c'est ça? Ouais, c'est de regarder en fait dans la customer journée quel est le rôle de chacun des acteurs. Alors là, on a mis les rôles un peu classiques avec les initiateurs, prescripteurs, comparateurs, convertisseurs. On pourrait utiliser plein d'autres termes, mais l'idée, c'est de se dire chaque levier, chaque partenaire va avoir un ou des rôles et associer des objectifs et de bien piloter ça par rapport à leurs objectifs. On ne peut pas se dire uniquement au global, j'attends de tout le monde une logique purement héroïste, purement générer des ventes. Il y a des acteurs qui sont là pour faire la prescription, il y a des acteurs qui sont là pour faire la conversion. Et donc, c'est de bien piloter le rôle de chacun. Donc, c'est de bien définir en amont ce que vous en attendez, de façon à ce que quand vous faites l'analyse des résultats, de bien suivre que ça correspond aux attentes. Demander à un portail thématique ou demander à un média de faire directement de la conversion, il va falloir travailler le contenu et les offres de manière très, très spécifique pour que ça fonctionne parce que ces médias vont quand même avoir une vocation à faire de la prescription.
Et donc, c'est de bien l'avoir en tête dans les objectifs que vous allez associer à ce budget, même si au final, l'ensemble du dispositif, c'est une logique héroïste, c'est une logique de génération de vente. À l'intérieur de l'ensemble du dispositif, il faut bien répartir les rôles de chacun, et donc la fameuse Customer Journée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déception, et de façon à ce que vous puissiez suivre les bons KPI en fonction du rôle de chacun. Mesure 6, donc adapter le modèle économique pour chaque levier. Donc là, on est sur l'idée qu'une fois qu'on connaît bien le rôle de chaque levier, il va s'agir de déterminer quelle rémunération on va lui attribuer pour le récompenser à sa juste contribution, en fait. Ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment la suite, la suite de la mesure 5, c'est que la mesure 5, on attend, on définit les objectifs de chacun, on définit les KPI qui vont avec, et donc on le décline par rapport au modèle économique qu'on met sur ces acteurs. Donc, c'est des modèles qui peuvent être mixtes, mais c'est de vraiment bien avoir en tête je prends un exemple tout bête, mais les acteurs de conversion, il faut surtout pas se dire c'est les acteurs que je vais travailler au CPM ou au CPC. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on en attend, c'est des ventes. C'est les acteurs de conversion. Donc, on va les rémunérer par rapport à du CPA. Et de la même manière, quand vous travaillez sur des dispositifs de branding, se dire j'attends des ventes d'un dispositif de branding, donc je me rémunère au CPA un dispositif de branding, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc, c'est vraiment à chaque fois, c'est de se dire la cartographie des objectifs de chacun, et donc le modèle économique qui va avec. Toujours dans une logique globale qui est héroïste, mais avec une décomposition, donc c'est une analyse micro. Le macro, c'est du ROI. Le micro, c'est le rôle et le modèle économique qu'on associe à chacun. Très bien. Mesure 7, recentrer ses forces pour augmenter son impact. Donc là, on est dans un contexte contraint, économiquement contraint, on va dire, et il s'agit de ne pas s'éparpiller, de ne pas diluer ses forces en pilotant de multiples partenaires. C'est ça, c'est plutôt essayer de voir comment on peut se focuser en fonction de ses objectifs. Ouais, il y a deux idées derrière ce point. C'est quand vous travaillez avec plus de partenaires qui vont gérer les différents leviers, d'office, il y a du temps, il n'y a pas d'optimisation du temps parce que chaque partenaire va avoir son matelas de temps nécessaire minimum pour gérer les choses, gérer la relation. Donc en termes d'économie d'échelle, c'est pas bon parce que derrière, vous allez avoir une multitude de partenaires à gérer qui vont chacun amener leur minimum de coûts. Vous, de votre côté, en tant qu'annonceur, pareil, hein, c'est aussi du temps alloué pour gérer l'ensemble de ces partenaires. Donc, du temps qui pourrait être alloué aussi à piloter des opérations, piloter autrement. Et l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, on reviendra dessus dans le modèle, dans la mesure 8, mais dans le modèle actuel, souvent des partenaires qui gèrent l'acquisition, on est dans une indexation au budget dépensé. Et donc là, on est dans une logique où chacun va se battre pour faire croître son budget. Et donc, on n'est absolument pas dans une économie qui dit c'est pas grave si on réduit le budget du social ads parce qu'on se rend compte que le SEO ou parce qu'on se rend compte que l'affiliation fonctionne mieux et donc on va pouvoir faire une réassociation de budget. Là, chacun des partenaires, alors chez l'annonceur, il y a des personnes qui vont avoir ce rôle-là, sauf qu'en étant quand même dépendant du discours de chacun. Et chacun des partenaires va se battre pour augmenter son budget et donc ne va pas se battre dans une logique de améliorer l'efficacité de l'ensemble des budgets. Donc, c'est là où la déconcentration pour gérer et piloter l'ensemble des leviers amène des bruits et des nuisances versus la concentration qui permet de faire qu'il y a un objectif commun, global. Et la logique, c'est pas de faire augmenter chacun des budgets, mais c'est de faire que le résultat soit meilleur. Donc, mesure 8, orienter la rémunération de l'agence sur le chiffre d'affaires généré, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Donc là, il s'agit de challenger son agence d'acquisition digitale en proposant une rémunération qui lui impose d'être efficace, en fait. Ouais, ça rejoint le point d'avant où aujourd'hui, souvent les logiques sont liées au budget média. Et là, c'est de se dire il faut indexer aussi la rémunération de l'agence.
sur l'objectif. Donc, si l'objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires, si l'objectif, c'est de faire des leads, si l'objectif, c'est de faire du trafic, c'est d'indexer la rémunération par rapport à ces éléments-là et pas uniquement sur le budget média, parce que c'est pas le même sens. Je prends un exemple tout bête, mais depuis plusieurs années, alors c'est surtout depuis l'essor des DNVB, le gros hacking est devenu un élément important, sauf que la logique du gros hacking, c'est de faire plus avec moins. Quand on rémunère une agence par rapport au budget qu'elle dépense, on ne pousse pas l'agence à faire du gros hacking. Parce que derrière, l'agence, ça ne va pas du tout dans son intérêt d'essayer de faire de l'acquisition pour un budget le plus limité possible. Donc, c'est comment inverser les choses et comment se mettre tous alignés sur un objectif commun qui peut être le chiffre, le nombre de ventes, le nombre de nouveaux clients. Mais en tout cas, c'est d'indexer une partie de la rémunération sur ces objectifs-là, de façon à éviter la course à la croissance du budget dont je parlais juste avant, et de façon à se mettre dans une logique d'efficacité et pas une logique uniquement de budget. Donc, mesure 9, privilégier les produits que l'on peut vendre plutôt que ceux qu'on veut vendre. Alors, donc ici, l'idée, c'est plutôt de dire qu'il faut aller ramasser les fruits tombés à terre avant d'aller chercher ceux qui sont au sommet de l'arbre. C'est plus facile, plus rentable, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est vraiment la logique de territoire de légitimité. Alors, c'est un terme qu'on n'entendait plus depuis un petit moment, et c'est vrai que ces derniers mois, il est revenu à plusieurs reprises, c'est de se dire, avant de m'éparpiller, avant d'aller vendre ma longue traîne, avant de me positionner sur des nouvelles thématiques, c'est déjà, est-ce que je suis déjà bien présent sur les produits sur lesquels les consommateurs m'attendent ou les consommateurs m'associent. Et donc un exemple tout bête, c'est vraiment un exemple, mais parce qu'on pourrait l'appliquer à d'autres zones de navigation, mais sur les résultats Google, c'est de se dire, si vous êtes, donc là c'est un exemple dans l'univers du sport avec une paire de chaussures de sport qui fait partie des top ventes de sport, c'est de se dire, est-ce que en tant que vendeur de chaussures de sport, je suis bien présent sur l'ensemble, pour ce produit-là, sur l'ensemble des zones de Google. Donc, est-ce que mon Google Shopping est... Donc, c'est vraiment dans cette logique de l'ensemble des leviers. C'est pas chacun des leviers, c'est l'ensemble des leviers. Donc, est-ce que Google Shopping, je suis bien présent? Est-ce que par le biais des CSS, donc qui se font soit par l'affiliation, soit par les comparateurs, je suis bien présent? Est-ce que dans la logique SEO et AdWords, je suis bien présent? Est-ce que la logique de SEO, je suis également présent? Et les logiques de SEO, de tous les guides d'achat, les portails médias spécialisés dans cet univers-là, est-ce que je suis présent dessus? Eux vont être présents pour renvoyer vers leur site, mais est-ce que je suis présent sur leur site? Donc, c'est vraiment de se poser la question sur quels sont mes territoires de légitimité, quels sont les univers produits, quels sont les produits spécifiques sur lesquels je dois assurer une couverture maximale avant même d'aller m'éparpiller sur la longue traîne. Déjà, il faut absolument que je sois présent sur ces univers-là, parce que c'est des univers qui ont les meilleurs taux de transformation, c'est des univers sur lesquels les internautes et les consommateurs vous associent déjà. Donc, c'est comment vous devez être sûr et certain que sur les top ventes, sur les top recherches qui sont faites sur votre site, quels sont les mots-clés utilisés sur votre site? Si on fait ces recherches-là à l'extérieur de votre site, est-ce que vous êtes bien présent? De façon à vraiment assurer que déjà le trafic qui va transformer, vous allez le chercher. Dernière mesure, donc choisir les pages d'atterrissage en fonction de leur performance. Alors, c'est vrai que dit comme ça paraît assez évident. Et pourtant, il semble que ce ne soit pas toujours le cas. Tu peux peut-être nous éclairer rapidement sur la question. Oui, alors pour beaucoup de mesures, ça paraît être une évidence, mais sauf qu'on se rend compte que c'est pas toujours utilisé. Alors parce que tout le monde a la tête dans le guidon et tout le monde, des fois, il y a des petites choses un peu simples, mais à côté desquelles on passe. Et c'est vrai que sur les pages d'atterrissage, en fait, aujourd'hui, on voit que par rapport à l'ensemble des leviers d'acquisition qui sont utilisés, on peut voir les pages d'atterrissage qui fonctionnent le mieux. Donc, l'idée, c'est pas de se dire comment j'optimise ma page d'atterrissage. Ça, c'est un point particulier et à la limite, ça, c'est plus sur les agences les agences qui vont vous accompagner sur votre site. Donc, on est moins dans l'acquisition, on est plus dans la transformation du site. Là, on va être vraiment dans l'acquisition,
de se poser la question de quelles sont les pages d'atterrissage qui sont utilisées sur vos campagnes. Et aujourd'hui, on voit que des fois, il y a des pages d'atterrissage qui sont utilisées derrière des bannières, derrière des liens qui sont mis en place sur les campagnes, qui ne performent pas, alors qu'on a l'information des top pages par univers produit ou par segment de produit qui fonctionnent. Il faudrait peut-être les inverser. Donc, c'est vraiment des choses toutes bêtes, mais c'est de prendre le temps de se dire, OK, dans l'ensemble des campagnes d'acquisition, quelles sont les pages d'atterrissage qui fonctionnent le mieux. Ça rejoint un peu le territoire de légitimité, hein, mais c'est aussi un autre angle, de pouvoir impacter mes campagnes par rapport à ces top pages. Donc, c'est de se dire, OK, c'est quoi l'ensemble des pages qui convertissent le mieux? Quelle page elle pourrait remplacer dans mes campagnes en place de façon à améliorer le ROI et le résultat. Alors, bien sûr, on parle de top page par segment. Vous n'allez pas, si je prends un exemple tout bête, vous n'allez pas remplacer le trafic qui arrive normalement sur la partie petit électroménager vers la partie téléviseur. Ça n'a pas de sens. Mais c'est de se dire, à l'intérieur du petit électroménager, il y a peut-être des top produits, il y a peut-être des choses qui fonctionnent bien. Ça vaut peut-être plus le coup de renvoyer directement vers ces pages-là plutôt que de renvoyer vers des en-têtes ou inversement. Parfait, bon, on a presque tenu les délais. Donc on a décliné ces 10 mesures. Donc maintenant, on va prendre le temps de répondre aux questions s'il y en a. Si quelques-uns d'entre vous ont des questions à poser, vous pouvez le faire dans l'onglet dédié à ça. Et puis, dans le cas où vous ne le faites pas parce que vous paraît clair ou que vous êtes trop timide, tous les experts Affinity seraient à votre disposition pour aller plus loin sur chacune de ces mesures. Il ne faut pas hésiter à les contacter, soit parce que vous avez un contact direct, soit en passant par le site. Enfin, c'est vraiment... C'est de voir comment mettre en œuvre, que ce soit les 5 approches, de vous dire, tiens, j'ai un dispositif, une action, une opération de communication que j'ai besoin de lancer sur l'acquisition. Comment on pourrait imaginer l'exploitation des 5 piliers de l'acquisition digitale pour ce dispositif? Donc ça, c'est un angle important. Sur le pluralisme et donc sur les changements d'habitude des consommateurs, de se dire, OK, quels sont les leviers sur lesquels je ne suis pas présent aujourd'hui? Comment je peux m'assurer de cette présence. Donc, j'en profite d'ailleurs, le 21 mars, on organise un petit déjeuner qui sera en présentiel sur Paris, mais également disponible en visio, avec l'équipe de Spotify. Donc, ça sera dans les bureaux de Spotify dans le 9e à Paris, de façon à présenter le Spotify Ads, donc les dispositifs audio ads qui sont mis en place, en sachant qu'il y a pas mal de choses qui changent encore ces derniers temps chez Spotify. Mais tout ça rentre dans une logique dans le pluralisme et la diversité du digital, comment je peux m'assurer de cette présence, de ma présence. Donc de bien comprendre chacun des leviers, de ce que chacun peut apporter, que ce soit en termes de contextuel ou en termes de ciblage. Spotify permet de répondre à ces deux approches-là, de façon à assurer de toucher l'ensemble des consommateurs que vous voulez avoir. Donc bon, je vois qu'il n'y a pas il n'y a pas de questions. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous voulez creuser des points. On est à vos dispositions. Et comme je disais, le webinar sera disponible en replay, donc vous allez le recevoir par mail. On vous souhaite une très bonne journée et on se